Bonjour à tous. Le Meetup District reprend ses diffusions du jeudi matin. Bonjour aux participants qui se sont déjà connectés. Je suis Christa Bardot, je suis la coordinatrice du district porté par Aerospace Valley. Donc, le district est un accélérateur de jeunes entreprises innovantes. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir GroundSpace, qui est donc une entreprise accélérée au district, et son cofondateur, Radim Batsi, qui va vous présenter son activité, ses solutions, et puis en parler un petit peu de la société, bien entendu. Alors, ce meet-up va durer une petite demi-heure. Le but, c'est de faire une première présentation et puis vous laisser le soin, selon votre envie et votre intérêt, de recontacter Radim par la suite. Vous aurez bien évidemment son contact à la suite de ce webinaire. Alors, pour Radim, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Ok, super. Eh bien, écoute, je vais te laisser débuter ton webinaire, ton Meetup District. Tu as une petite demi-heure devant toi. Et aux participants, n'hésitez pas à poser des questions via l'outil. Je les lirai et je les poserai à Radim en fonction du déroulé de son exposé. Très bon Meetup à tous. Merci Christa. Alors bonjour tout le monde. Je m'appelle Radim Batsi. Je suis le président de GroundSpace. Donc je vais commencer par me présenter rapidement. Donc ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le secteur spatial, principalement en tant que prestataire dans le conseil, le développement de solutions de support de mission. En ce qui concerne ma formation, donc j'ai un peu une double casquette spatiale et développement logiciel. Alors, au cours de mon expérience dans le segment sol, je me suis rendu compte de plusieurs problèmes qui reviennent un peu trop souvent chez les opérateurs. Alors, je peux les classer en trois grosses catégories. La première, c'est l'accès aux données. Donc, quand je parle de données, je parle des données en général, donc ça englobe tout ce qui est télémétrie, configuration des systèmes, info de planification, etc. Et donc il arrive souvent que ces données soient difficilement accessibles, car elles sont renfermées dans des applications avec différentes interfaces qui sont parfois difficiles à utiliser ou mal documentées. C'est un problème, surtout quand on a besoin de combiner les données provenant de différentes sources. Donc, on parle ici de silos de données. La deuxième catégorie de problèmes concerne les besoins d'automatisation de certaines tâches. Donc, je pense que l'existence de ce besoin d'automatiser est assez claire chez les opérateurs parce qu'on voit souvent que les ingénieurs développent des solutions un peu ad hoc comme des macros Excel ou divers scripts plus ou moins performants. Alors, le souci principal avec cette approche, c'est la maintenabilité de ces solutions, car elles ne sont souvent pas très bien documentées. Elles dépendent des connaissances de quelques individus. Et enfin, la troisième catégorie, alors on voit souvent que les opérateurs ont une mauvaise expérience avec les diverses solutions d'automatisation qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché, car ils n'ont souvent besoin que de 5 voire 10% de leur fonctionnalité, mais ils sont obligés de maîtriser bien plus pour pouvoir les utiliser correctement. Et ils doivent bien sûr payer 100% de la solution. Alors face à ce défi, bon, on s'est dit avec mon associé Rob Fabraker que ces problèmes pouvaient en fait être corrigés en formalisant et automatisant les différents flux dans le segment sol, flux de travail, flux de données. On a donc créé en 2019 GroundSpace pour développer une solution. Alors juste pour être clair, donc, on s'adresse aux différentes parties du segment sol de la station qui communique avec le satellite jusqu'au centre de traitement de données qui va fournir le produit final à l'utilisateur.
Et donc voilà, alors, on a développé notre solution d'orchestration du segment sol appelée CLSRAB. Alors, orchestration. On entend beaucoup parler de ce terme dans le cadre de la digitalisation des entreprises. Donc, en deux mots, il s'agit de gérer de manière globale les échanges de données, l'exécution automatique des processus. Alors, l'un des facteurs importants dans la conception de CLSRAB était la possibilité de l'intégrer dans les architectures de segments sol existantes. Parce que bon, ça ne marcherait tout simplement pas si on demandait aux opérateurs de tout changer. Alors, avec CLSRAB, bon, l'approche, c'est qu'on peut commencer petit et résoudre les différents problèmes un par un. CLSRAB est donc conçu pour répondre à ces trois défis que j'ai présentés. Il facilite les échanges de données entre systèmes. Il fournit une alternative aux différents outils ad hoc. Et enfin, bon, il permet de concevoir une solution d'automatisation à base de briques simples, sans ajouter d'éléments qui ne sont pas nécessaires pour le cas d'utilisation. Alors, justement, les cas d'utilisation. Alors, jusque-là, je parlais de système et de données à un niveau assez haut, plutôt théorique. Mais voyons un peu quelques cas d'utilisation concrets de CLSRAB. Le premier cas, par exemple, dans une mission d'observation de la Terre, donc CLSRAB, il peut orchestrer tout le processus d'acquisition d'une image. Donc, il peut récupérer la demande des clients à partir, disons, d'une appli mobile, valider ces demandes, transférer les demandes groupées par date au logiciel de planification, fournir l'état d'avancement au client et enfin récupérer les images acquises par le satellite et les transférer à l'utilisateur. Donc, juste pour être clair, ici on parle de coordination. Donc, on va récupérer les données à droite et à gauche et puis on applique les processus prédéfinis. Alors, CLSRAB peut aussi servir à grouper les images par qualité, éliminer les plus mauvaises images, par exemple en cas de mauvaise météo. En cas de besoin, il peut automatiquement reprogrammer une nouvelle acquisition, toujours selon les flux de travail prédéfinis. Troisième cas que je présente, donc CLSRAB, il peut servir dans les opérations de la plateforme. Alors, vous savez, avec la situation sanitaire actuelle, on parle de plus en plus souvent d'opérations lights off, c'est-à-dire en fait des centres de contrôle vides, une présence des opérateurs à la demande plutôt qu'en continu, même jusqu'à des opérations en télétravail, où des gens travaillent de chez eux. Donc CLSRAB, il peut faciliter une partie de ça, en envoyant, par exemple, un texto, une notification à la bonne personne quand il y a une anomalie détectée par un système. Si la personne ne répond pas dans un temps prédéfini, CLSRAB peut prévenir une autre personne. Et donc, dans ce cas d'utilisation, ce qui est intéressant, c'est que CLSRAB, il peut sécuriser la communication entre le centre de contrôle, qui est un système critique, et les systèmes externes ouverts, comme le réseau mobile ou Internet. Enfin, un quatrième exemple, CLSRAB permet d'automatiser la création de rapports réguliers, qui soient internes ou externes, en regroupant toutes les données nécessaires provenant de différents systèmes. Donc, ce que j'ai pu voir chez les opérateurs, c'est que, par exemple, ils envoient
régulièrement des rapports aux fabricants du satellite ou aux différents équipementiers qui ont fabriqué la charge utile. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur les détails techniques de Celes Hub, mais je voudrais quand même présenter les trois composants principaux qui le constituent. Donc, on a un routeur, ce qu'on appelle un routeur de messages, qui gère les échanges de données entre systèmes. Donc, ce routeur, il est capable de faire face aux problèmes de systèmes indisponibles. Donc, ça, c'est important quand on a besoin de communiquer, notamment quand on a besoin de communiquer avec des systèmes externes. Et puis, il peut aussi joindre une signature électronique aux données pour garantir la provenance, ajouter une marque d'horodatage numérique ou même chiffrer les données. Et donc, on a la possibilité de connecter plusieurs routeurs. On peut avoir, par exemple, un routeur dans la station sol et un routeur dans le centre de contrôle. Alors, le deuxième composant, c'est le moteur de flux de travail qui suit l'avancement des processus et donne des ordres aux différents systèmes selon un diagramme des flux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'en servir pour facilement formaliser la logique métier, notamment quand il s'agit de gérer des anomalies. Et donc, ce moteur de flux de travail, il nous donne également la possibilité de suivre les différents processus, ce qui apporte une meilleure traçabilité. Donc, on voit à tout moment, on voit rapidement ce qui se passe dans les différents systèmes. Et enfin, on a le processeur de données qui peut servir, par exemple, à regrouper différentes données, transformer les données au bon format, les filtrer ou même implémenter une partie de la logique métier. Donc, là, pour donner un exemple rapide, je parlais du cas d'utilisation où on envoie des rapports aux fabricants du satellite. Là, il permet de filtrer la télémétrie pour en sortir que les données qui concernent la plateforme et donc enlever, par exemple, toute la partie confidentielle. Alors, ces trois composants nous permettent en fait de mettre en place des solutions d'automatisation plus facilement et donc à un coût moins important qu'un développement sur mesure à partir de zéro. Alors, je voudrais parler un peu de notre approche. Donc, quel que soit le cas d'utilisation, notre approche est la même. Alors, plutôt que de recueillir les infos, rentrer chez nous pour faire le développement et revenir avec une solution qui peut être complètement à côté de la plaque, alors, on aime bien travailler en étroite collaboration avec le client et les utilisateurs du système. On aide le client à mieux comprendre ses besoins. On établit avec lui son diagramme des flux dans Celes Hub. Et puis, on implémente la logique métier et on intègre le tout avec l'existant. Donc, on l'accompagne de A à Z. Alors, ce qui est important dans notre approche et dans l'architecture de Celes Hub, c'est que le client peut ensuite changer des choses par lui-même. Alors, il n'est pas dépendant de nous pour chaque petit changement, comme on verrait par exemple sur une solution d'automatisation développée sur mesure. Donc, s'il a besoin de modifier le diagramme des flux, il peut le faire directement dans Celes Hub. Alors, je vais maintenant présenter rapidement Celesplan, qui est notre outil de planification. Alors, on voit des besoins de planification à peu près
dans toute la partie du segment sol, que ce soit la planification des contacts avec le satellite dans la station sol, ou bien la planification des tâches opérationnelles dans le centre de contrôle. Et donc, Céleste Plan, en fait, il est basé sur notre expérience dans ce domaine, enfin, sur des systèmes similaires qui ont été développés sur mesure. Donc, Céleste Plan, il permet de rendre la planification plus facile et notamment réduire la durée des réunions de planification qui prennent souvent beaucoup de temps chez les opérateurs. Donc, Céleste Plan, il peut automatiquement générer un planning optimisé en se basant sur les différentes contraintes au niveau des ressources comme l'équipement ou même le personnel. L'état des ressources, si par exemple un équipement est en panne, et les besoins actuels. Donc, quand je parle de contraintes, c'est des contraintes du type des tâches, enfin plusieurs tâches ne peuvent pas être exécutées en parallèle, ou il faut un certain laps de temps entre deux types de tâches. Alors, Céleste Plan, bon, il peut être utilisé tout seul comme outil de planification d'ordonnancement classique. Ou bien il peut être intégré avec Céleste Hub. Et c'est ici qu'on voit vraiment l'intérêt de notre approche avec Céleste Hub, car en ayant accès à toutes les données produites par les différents systèmes, on a une meilleure connaissance de leur état. Alors, Céleste Plan, donc en ayant cette connaissance de l'état des différents systèmes, il peut faire plus de choses automatiquement, sans intervention de l'utilisateur. On gagne du temps et on gagne en réactivité en cas d'imprévu. Donc, enfin, on passe à notre troisième produit, Céleste Log. Alors, bon, en apparence, c'est juste un journal d'événements assez classique, qui peut être utilisé pour recueillir les événements opérationnels rapportés par les opérateurs. On voit ce type de système chez certains opérateurs. D'autres opérateurs utilisent tout simplement des feuilles Excel. Parfois, on voit même des logbooks papier. Alors, bon, Céleste Log, contrairement à d'autres solutions, il est bien plus puissant. Il peut collecter les différents événements générés par le système, comme le système de contrôle du satellite ou de la station sol. Donc, on peut stocker et analyser jusqu'à plusieurs millions d'événements par jour. Donc, l'idée ici, c'est qu'on rentre en fait toutes les informations, tous les événements disponibles dans Céleste Log. Et ensuite, grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle, Céleste Log, il peut faire plusieurs choses. Il peut aider les ingénieurs à identifier des occurrences précédentes d'un événement, en comparant les différents événements. Quand c'est des événements rentrés à la main, on peut faire du processing de langage naturel. Donc, même si ce n'est pas formulé de la même façon, Céleste Log, bon, il peut trouver des événements similaires. Et puis, grâce à d'autres algorithmes, il peut aussi trouver des relations cachées entre les événements, dans le but de caractériser le comportement d'un système et prévoir son futur état. Donc, on voit beaucoup l'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle dans tout ce qui est analyse de télémétrie.
on s'intéresse à la partie analyse des événements, parce que ça nous donne une vision un peu plus haut niveau. Et comme on combine des événements venant de différentes sources, satellites, équipements au sol, actions opérateurs, on peut avoir une bonne vision de ce qui se passe. Et on peut ainsi réduire le temps nécessaire à la recherche des causes d'anomalies. Donc, bon, je voulais juste vous montrer rapidement à quoi ressemble l'interface utilisateur de CLS-Log. Donc, je ne vais pas l'expliquer en détail, mais comme tous nos produits, CLS-Log a une interface web qui est adaptée à la fois aux tâches opérationnelles en salle de contrôle et aux analyses en back-office. On a aussi une appli mobile qui peut être utilisée sur le terrain. Donc, je pense notamment aux interventions sur les équipements quand vous êtes en plein milieu du désert. Il y a une station sol. Donc, ça permet de rapidement prendre des photos, de noter un événement. Et donc, tout ça dans le but d'encourager les opérateurs ou les ingénieurs, les techniciens à rentrer le plus de détails possible dans le système, ce qui nous permet par la suite d'améliorer l'analyse et d'avoir une meilleure traçabilité. Alors ici, bon, on voit un exemple de visualisation qui permet de mieux voir l'enchaînement des événements. Donc dans CLS-Log, on propose plusieurs visualisations prédéfinies, mais on peut aussi mettre en place des visualisations sur mesure en fonction des besoins du client. Je pense notamment aux visualisations qui affichent en fait, où était le satellite en orbite quand l'événement s'est produit. Donc, on peut avoir des vues 3D, par exemple. On a d'ailleurs un propagateur d'orbite qui est intégré dans CLS-Log. Et donc, les données que vous voyez ici viennent de la mission Mars Express qu'on a utilisée pour nos tests. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça nous donne plusieurs centaines de milliers d'événements complètement réalistes qu'on peut utiliser pour tester nos visualisations et nos algorithmes d'analyse. Alors, bon, pour finir, voici quelques infos sur notre offre et comment on commercialise ces solutions. Donc, si vous êtes opérateur de satellite ou opérateur de station sol, nous on propose un abonnement par instance, mensuel, annuel, bon, ça dépend, avec un nombre d'utilisateurs illimité, support qui est inclus, mise à jour qui sont aussi dans le prix. Et donc, enfin, pour expliquer un peu l'idée de cette approche, c'est que ça permet d'avoir une meilleure maîtrise des coûts au niveau du client, parce qu'il sait combien il va payer. Et puis de notre côté, ça nous permet de toujours garder en fait le système à jour, d'apporter des améliorations, d'améliorer les aspects sécurité des systèmes. Donc, c'est une approche que nous estimons
plus adapté que des ventes de licences classiques. On propose aussi des versions avec un support très long, d'une dizaine d'années. Ça veut dire qu'on va pas, en fait, même si bon, le client il peut bien sûr le mettre à jour à n'importe quel moment avec la version Long Term Support, en fait, il reçoit des correctifs pour la version qu'il a achetée sans qu'il y ait d'ajout de fonctionnalité. Donc ça, on sait que les opérateurs, bon, ils aiment bien quand les choses restent stables, quand ça ne bouge pas trop. Et donc ça permet de leur apporter en fait une solution. Et puis au niveau du déploiement, on peut faire du on-premise, où on déploie sur les serveurs de l'opérateur. On peut faire du cloud, où c'est nous qui gérons tout, le système tourne sur des serveurs qui sont sous notre contrôle. Mais également des architectures hybrides. Donc, je parlais du cas d'utilisation des notifications à l'opérateur. Donc là, par exemple, on aurait une partie du système qui serait déployée chez l'opérateur et une partie qui serait dans le cloud. On a bien sûr des offres de formation, on peut faire ça en ligne ou on peut se déplacer sur site. Donc, on aime bien travailler directement avec les utilisateurs de nos systèmes. Bien sûr, bon, comme j'avais expliqué précédemment, on peut apporter des solutions de A à Z, de l'analyse des besoins jusqu'à l'intégration. On propose aussi nos produits aux intégrateurs de solutions pour le segment sol. Et donc là, nos produits sont disponibles, certains de nos produits sont disponibles sous marque blanche. Dans ce cas-là, ça permet à l'intégrateur de vraiment intégrer notre produit dans son offre à la fois de façon technique et de façon commerciale. On a aussi des offres des offres qu'on appelle embedded, embarquées, qui permettent d'apporter certaines fonctionnalités aux intégrateurs sans qu'ils aient besoin d'acheter le logiciel complet. Par exemple, le journal d'événements, comme c'est un besoin assez classique, si les intégrateurs ont besoin d'un journal d'événements à ajouter à un de leurs logiciels, donc ils peuvent faire ça, ils peuvent développer leur propre interface utilisateur et nous on fournit le back-end. Et puis enfin, donc, on peut proposer des contrats de Trusted Code où on donne à l'intégrateur l'accès au code source pour qu'il puisse l'auditer si besoin, et à l'environnement de compilation. Donc ça permet de rassurer le client parce qu'on est une start-up. Si jamais il nous arrive quelque chose, il peut continuer. Le contrat lui permet de continuer le développement, les modifications du code source, et il a les moyens techniques de le compiler et de le déployer. Donc voilà, c'est tout pour la partie présentation. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Merci Radim. Écoute, une petite question vient d'arriver. Oui. Qui sont vos concurrents principaux, Radim, sur cette activité? Est-ce que tu as fait un petit tour d'horizon? Alors, au niveau des concurrents, alors je dirais, bon, déjà, le concurrent principal, c'est en fait le développement in-house.
Ah, donc ça, il faut que je le dise parce qu'on le voit, on le voit notamment dans le New Space, les opérateurs de grandes constellations de satellites. Là, on a, alors, je ne sais pas ils trouvent pas de solution adéquate sur le marché, ou alors ils veulent quelque chose, ils veulent l'intégration verticale complète, mais ils développent les solutions eux-mêmes. Donc ça c'est notre principal défi, c'est de pouvoir leur proposer quelque chose qui est plus intéressant que ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire développement sur mesure. Au niveau des concurrents qui proposent des produits, alors je préfère ne pas citer des noms concrets, mais les principaux intégrateurs de solutions pour le segment sol. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on préfère de travailler avec eux, parce qu'on pense qu'on peut leur proposer quelque chose qui est plus intéressant pour eux que s'ils développent une solution eux-mêmes, la proposent aux clients. Merci beaucoup, Radim. Oui, et puis c'est vrai qu'il faut le remarquer, ta solution, elle se vend sous marque Grand Space, mais elle se propose aussi sous marque blanche, qui permet une intégration rapide, en tout cas rapide, je ne sais pas, en tout cas une intégration plus simple dans des solutions déjà existantes de tes clients, puisque c'est toujours la même problématique lorsque l'on intègre des solutions externes, comment elles vont s'intégrer parfaitement, on va dire, à l'architecture globale déjà en place dans la société. Et aussi, comment tout ça va être potentiellement revendu à des clients finaux à travers des ventes de systèmes spatiaux dans certains cas. Comment ça... Oui. Non, j'allais juste ajouter que comment ça va être perçu par le client final. Parce que le client final, il cherche une solution, pas un ensemble de produits. Donc, en proposant quelque chose en marque blanche, ça permet non seulement une meilleure intégration technique, mais ça permet de donner l'impression, en fait, c'est une question de perception, ça permet de donner l'impression que tout est finalement très bien intégré. D'accord, en effet. Eh bien, écoute, merci Radim pour cet exercice de 30 minutes avec Ground Space ce matin dans le meet-up du district. Je pense qu'il y aura une petite autre question qui vient d'arriver, donc on ne va pas tout à fait conclure maintenant. La question est la suivante. Vous avez présenté 3 modules opérationnels et quel est votre plan de développement à 2 ans? Autre brique en cours de développement? Point d'interrogation. Alors, donc, pour le moment, donc, nous avons développé nos MVP, nos Minimum Viable Product. L'idée, c'est qu'on aimerait ajouter des fonctionnalités à ces produits-là. Donc, si je prends Celesplan comme exemple, il y a un travail important à faire au niveau des algorithmes d'intelligence artificielle sur l'optimisation des plannings. Donc, on continuera le développement de ces 3 produits-là. On a aussi 1 ou 2 idées de produits qui sont dans la pipeline, mais pour le moment, je ne peux pas en dire plus. Pas de souci. Voilà, ce qu'il faut rappeler, c'est que Ground Space a donc une bonne année d'existence. Évidemment, c'est une start-up, on va l'appeler par son petit nom américain.
ou une jeune entreprise innovante, sont dans un jargon plus français, et ils sont au début de leur aventure, mais comme Radim le disait, il y a une très grande expérience, une forte expérience dans le secteur du grand segment, du segment sol et des logiciels. Donc, sans aucun doute, une belle perspective à venir avec tes 3 outils. Eh bien, écoutez, si aucune autre question n'est arrivée sur mon petit écran ce matin dans les 30 secondes qui viennent, je vous mets la pression volontairement. Non, je blague. Je vous remercierai tous pour votre présence active et vos questions. Et je vous donnerai rendez-vous pour un autre meet-up le mois prochain et un atelier qui aussi se déroulera le 9 mars prochain sur d'autres technologies du spatial. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup Radim pour avoir tenu ce meeting. Merci Christa, merci aux participants. Alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je crois que mon adresse mail est sur l'écran. Et puis, on a aussi d'autres informations sur notre site web www.groundspace.io. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt.